Là, on parle pas de dizaines de milliards. Là, si Wall Street s'y met, on parle de centaines de milliards. Ils vont choisir JP Morgan Chain qui est privatisé et qui est centralisé. Ils peuvent te censurer, ils peuvent te bloquer une transaction. Ou est-ce qu'ils vont aller vers Solana? C'est un marché qui est très particulier et très difficile pour beaucoup, mais je reste très, très bullish. Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité que nous n'avons jamais eue au sein de la communauté des rois et sur la chaîne des rois du Bitcoin, Alex Fazel, Chief Partnership Officer. C'est Swissborg depuis les premiers instants. Tu es cofondateur de Kryptonite TV, conférencier TEDx, investisseur et vulgarisateur passionné depuis plusieurs années qui contribue à rendre la finance décentralisée accessible au plus grand nombre. Alex, c'est un visage familier pour les créateurs et de centaines d'investisseurs à travers le monde, à la fois ambassadeur du projet Swissborg, mais aussi passeur d'idées entre monde traditionnel et monde décentralisé. Tu as un rôle stratégique à un moment charnière du marché, la transition entre le Web 2 et le Web 3. Je vais rappeler quelques chiffres sur Swissborg, 200 000 utilisateurs, une valorisation de 260 millions de dollars. On appelle également des Swissborgers. Vous avez 250 collaborateurs au sein du groupe et surtout une vision très claire. Construire la finance du futur, ouverte, transparente et surtout décentralisée. Tu y as d'ailleurs beaucoup contribué. Swissborg, c'est ce qu'on appelle un exchange intelligent, propulsé par une technologie made in Swiss, qu'on appelle le Smart Engine, pensé pour accompagner l'adoption massive du Web3 grâce à une application smart, fiable, intuitive et surtout éducative, parce que beaucoup de pédagogie au sein de l'application. Alex, avant de parler marché, j'aimerais qu'on parle de toi. Comment tu as perçu au sein de l'écosystème Web3 ces 2-3 dernières années? Comment tu te sens actuellement, puisque tu es systématiquement confronté à la fois aux communautés et aux porteurs de projets à travers le monde? Est-ce que tu peux me donner ta sensation actuelle, ton état d'esprit, ton mindset, et est-ce que tu te sens bien pour les semaines, mois et à venir, ou est-ce que tu te dis il y a quelque chose peut-être qui s'est passé dans le marché qu'on ne voulait pas voir? Parle-nous de toi, parle-nous de ta psychologie et pourquoi pas après passer à d'autres questions. Super. Merci pour me recevoir ici. Je suis vraiment, vraiment honoré. Et félicitations pour les rois du Bitcoin. Vous avez une communauté incroyable et c'est la chose la plus importante dans la crypto, c'est la communauté, comme tu sais très, très bien. Écoute, ma vision du marché, c'est vrai que avoir commencé en 2016 grâce à mon frère Cyrus Fazel, qui est le CEO très charmant de Swissborg, ça a été... Je suis presque bipolaire maintenant. C'est pour dire, les hauts, c'est vraiment, on est aux anges, mais les bas, c'est on est aux enfers. Donc du coup, c'est vrai que c'est un marché qui est extrêmement difficile. Ça me rappelle d'ailleurs un peu le triathlon, un peu. Vraiment, c'est si on voyait le marché financier comme une petite session à la muscu, ben là, c'est vraiment le triathlon. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont la peau très épaisse et qui ont vraiment cette passion de pouvoir survivre, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent malheureusement. Mais c'est vrai que ce marché, je trouve très particulier parce que on a toujours voulu l'adoption des instits, mais il y a des pour et des inconvénients dans tout dans la vie, en fait, malheureusement. C'est que oui, avec les ETF, ils peuvent aider le Bitcoin ou l'Ether, tous les actifs qui arrivent dans ce super cycle qu'on dit. Par contre, ils peuvent aussi manipuler le marché, ils vont vouloir dominer le marché, parce que quand ils viennent Wall Street, c'est pas pour participer, c'est pour dominer en fait, malheureusement. Donc, c'est un marché qui est très particulier et très difficile pour beaucoup, mais je reste très, très bullish. Sur l'avenir, très bullish. Ouais. Tu parles d'institutionnalisation des usages. On parle bien sûr de Bitcoin, d'Ethereum, très récemment Solana. Je ne sais pas si tu es bullish sur Solana, si tu es exposé sur Solana. Euh, on est déçu, clairement, du All Season que j'ai promis, qu'on m'a promis, que le consensus a promis, et que finalement n'a été que très éphémère. On peut parler éventuellement d'une forme de frétillement. C'était l'année dernière, quasiment jour pour jour, novembre-décembre 2024. Aujourd'hui, on est un an après. Tu parlais des institutions, on les attendait, ils sont arrivés, et ils sont arrivés comme jamais, avec des montants colossaux. Mhm. Même Bitcoin, au fond, nous a déçus. Moi, je joue des cycles.
je joue des expansions de Fibonacci avec une forme de rationalité mathématique. Et ben non, j'ai pas atteint ma target. Beaucoup la connaissent. C'était 230 000 $ à l'heure où je te parle aujourd'hui. Et malheureusement, on ne l'a pas atteint. Est-ce que toi, tu es plutôt investi sur des très grosses capitalisations? Tu suis et tu es en contact avec des institutions. Donc toi, tu es très exposé Bitcoin, Ethereum, Solana, d'autres grosses crypto-monnaies, peut-être Tron, XRP, je ne sais pas, on en parlera. Ou est-ce que tu es full altcoin, cowboy, et je joue l'adoption à fond, je joue le Web3, des petits projets early, et on va jusqu'au bout, à la vie, à la mort? C'est une très bonne question. Ben, en fait, moi, j'ai regardé toute la data de toutes les altcoins depuis 2018 parce que c'est là vraiment on a eu le boom, l'ICO boom avec Ethereum. Ethereum est arrivé avec son smart contract. Et du coup, j'ai pris la data de 2018 jusqu'à novembre, le 1er novembre 2025, donc cette année, il y a quelques semaines en arrière. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on constate à travers tous ces cycles d'altcoins, c'est que si on prend les top 10 niveau performance qui ont réussi à surperformer le Bitcoin et qu'on prend un agrégat de toutes ces datas-là, en fait, on a 3 vainqueurs qui sont constamment sur le podium. Et le troisième, ce sont les DeFi protocoles, donc un peu le lending, le borrowing, comme Aave, comme ce qu'on voit à Morpho plus récemment, comme Curve, etc. Donc tous les DeFi protocoles, et on va sûrement en parler, on parle souvent des nouvelles bulles et des bulles qui se renouvellent. Mais donc, il y a le DeFi protocole, c'est le troisième, donc la médaille de bronze. Ensuite, l'argent, c'est les SEX, DEX ou MEX token comme Swissborg, hybride. Pourquoi? Parce que c'est simplement l'application ou le business ou le secteur qui génère le plus d'argent. Donc, fondamentalement parlant, peu importe que si les projets réussissent ou pas, la maison va toujours faire de l'argent. Donc, c'est ça. Et premièrement, donc l'actif ou le secteur qui a eu la meilleure performance à travers toutes ces années sont les blockchains, donc les layers 0 et les layers 1. Pourquoi? Et je compare un peu les blockchains, pas forcément pour les raisons fondamentaux, donc les revenus, ils ne génèrent pas forcément beaucoup d'argent, mais je compare ça un peu avec des actions en croissance ou des actions qui sont sur leur valeur réelle. Et les actions de croissance, un peu comme Nvidia, etc., pourquoi il y a un PE ratio qui est plus élevé que la norme? C'est parce que les gens ils se projettent dans le futur et ils disent que toutes les sociétés qui sont à travers l'IA vont avoir des revenus et des fondamentaux incroyables dans le futur. Et je pense que c'est la même chose pour les layers 0 et les layers 1. Imagine le New York Stock Exchange, le NYSE, la Nasdaq et tous les échanges CAC 40, etc., la SIX en Suisse, éventuellement qui vont tous migrer sur une blockchain. Quelle blockchain vont-ils choisir? Est-ce que ça va être Solana, etc.? Donc, imagine tous les marchés du monde financier qui se mettent éventuellement sur une blockchain. Donc, il peut y avoir une croissance de folie. Donc, je pense que c'est plus les gens qui se disent, OK, si vraiment le marché financier, et d'ailleurs, il y a des prédictions où les plus conservateurs ils disent que d'ici 2030, il y aura plus de 1 trilliard de dollars qui vont aller on-chain. Les plus agressifs, jusqu'en 2030, on parle de 4 ans et demi. Donc, même les plus agressifs, ils voient en fait jusqu'à 10 trilliards potentiellement qui arrivent sur la chaîne. Donc, quelle blockchain va absorber en fait toute cette valeur? Ça peut être vraiment incroyable, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, on ne le sait pas. Mais juste pour en dire que les échanges, c'est fondamentalement parlant, c'est les plus robustes. C'est pour ça que je suis très bullish MEX, SEX, DEX, parce que je pense que si on a l'innovation, on est sûr que... Et en plus, ce n'est pas seulement l'innovation, c'est que quand il y aura un cycle potentiel dans le monde de altcoin, eh ben dans ce cas-là, ils vont générer plus de revenus, plus de trading volume et donc plus de buyback. Et vraiment, il y a une croissance qui est très claire et très facile à mesurer. Alors que les L0 et les L1, et désolé pour cette réponse très longue, les gens ils spéculent sur le futur de l'activité on-chain. Et donc, ces 3 asset classes, ces 3 secteurs, classes d'actifs sont les plus prometteurs. Ok, qui fait d'ailleurs partie de ta thèse d'investissement. Ouais. Peu la connaissent en francophonie pour la simple raison qu'elle est en anglais et tu l'as beaucoup expliqué en anglais. C'est près de 40 pages que j'ai imprimées ici. C'est long. J'ai pris le temps de la parcourir. Il y a des choses très vraies, très rationnelles, très avisées. Et on voit bien là ton talent et ton travail que tu as mis dedans. Et des choses qu'on peut peut-être questionner sur l'aspect psychologique actuel
si on se base clairement sous la cyclicité, si on se dit que des narratifs qui ont été portés notamment par BlackRock, par Fidelity, notamment les RWA, peut-être la Dépine, potentiellement l'IA, et en fait une énorme déception sur l'IA dans les différents tokenomics. On peut aborder Tao, on peut apporter FedChain, qui avait d'ailleurs une belle initiative en se réunissant avec SingularityX et Océan Protocol. Finalement, ça s'est pas très bien passé. Le token est en train de s'effondrer. Donc, tu me dis très clairement, DeFi, comme Swissborg, en fait, est un expert de la DeFi. Vous êtes pionnier, expert, maîtrisez parfaitement les protocoles DeFi. Il y a bien sûr eu des choses très positives, des choses même récemment moins positives, on peut même dire négatives, Ouais. et sans aucune langue de bois, toujours avec transparence, vous avez résolvé l'intégralité du préjudice. Donc ça, encore une fois, c'est tout à votre honneur, et ça renforce encore une fois une confiance que j'ai envers Swissborg depuis maintenant plus de 4 ans. Donc formidable pour ça. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, quelque chose de fondamental. Parce que tu as dit quelque chose au niveau de la psychologie. Tu expliques que le Web 3 suit potentiellement le même schéma que le Web 2. Ouais. Nasdaq, les grandes plateformes ou les grands marchés. Innovation, croissance, maturité. Mais au fond, est-ce que ce ne sont pas les humains, la psychologie, qui font ces marchés? On attend les institutionnels, ils sont là, on les déçut. Ils partent, on est content? Non, le marché s'effondrera, potentiellement, on est déçu. C'est eux qui font la pluie et le beau temps, tu me parles de manipulation, mais au fond, la manipulation, est-ce que tu penses qu'elle est réellement on-chain, dans le réel, ou elle est que dans notre psychologie? Parce que si on regarde les dernières datas, il n'y a pas eu cette nouvelle majorité comme elle avait été présente, notamment en 2021 ou notamment en 2017-2018, là où on a vu ces grands cycles d'expansion de l'ensemble du marché crypto. Or là, ça a été extrêmement sélectif. Donc pour toi, plutôt psychologie ou plutôt non, c'est les mains fortes qui maintiennent la psychologie dans leur propre intérêt? Ouais, c'est une très bonne question et je pense que c'est un ensemble de facteurs. Mais la raison pour laquelle moi j'ai choisi la Web 2 ou la bulle, la dot-com bubble, par rapport à ce qu'on voit dans la Web 3, c'est que ce sont tous les deux des révolutions de logiciels, en fait, technologiques, mais logiciels, et non pas du hardware ou tout ce qui est physique. Mais quand je retourne, juste pour faire un petit pas en arrière, donc en fait, moi, je me suis amusé à revoir un peu toutes les révolutions industrielles qu'on a eues depuis le début des temps, et notamment un des plus importants, le premier, était celui de la vapeur. Et pourquoi l'eau et la vapeur, en transformant ça à travers une énergie, les gens, ils ont réussi à remplacer un animal ou par exemple un voilier qui n'arrive pas à se déplacer comme une machine ou comme un train, par exemple. Donc, ça a été la première révolution industrielle. La deuxième était celui de remplacer l'efficience de la vapeur en électricité. Donc, l'électricité nous a permis de créer des entrepôts, nous a permis de créer des usines, d'améliorer en fait nos transports, etc. Et troisième, c'était celui de l'ordinateur et de l'Internet. Donc, c'était la troisième révolution industrielle qui était extrêmement important. Mais du coup, ce n'était pas seulement le physique, c'était le logiciel. Et en fait, moi, la manière dont quand on veut prédire le futur, il faut toujours comparer ça à quelque chose du passé qui est plus ou moins similaire. Et ça ne sera jamais parfaitement similaire, mais il y a des similarités. Et ce que je me suis rendu compte dans cette révolution industrielle, qui est la quatrième, qui est celui de l'IA, il y a aussi de la crypto, il y a aussi le IoT, il y a aussi la big data, etc. C'est que, en fait, dans une courbe d'adoption d'une technologie, d'une nouvelle technologie, en fait, il y a toujours 3 phases. Il y a celle de l'innovation qui va créer des bulles. Et en gros, c'est l'être humain, comme tu dis, psychologiquement, qui se dit, je veux résoudre un problème, je vais tester, je vais expérimenter, et puis si ça échoue, ça échoue. Et donc, ça commence par l'innovation, qui est super, et très souvent, ça va former des bulles qui vont exploser. Il y a un gros crash. La deuxième phase après l'innovation technologique est celui de la croissance. Et la croissance est très importante parce qu'à travers ces bulles qui s'éclatent, il y a des vraies études de cas qui vont se former. Donc, comme les FANG stocks à travers le dot-com bubble, où il y a eu Facebook, il y a eu Amazon, il y a eu en Chine Alibaba, avec Jack Ma, etc. Donc, il y a des vraies études de cas qui commencent à se former, qui vont vraiment révolutionner le monde. Et après, il y a la maturité. La dernière phase, c'est la maturité. Pourquoi la maturité? C'est parce que, éventuellement, en fait, tout ce qui est adoption de technologies et de produits, il
il y a un moment donné, en fait, où la technologie se limite et il va y avoir une deuxième technologie qui va remplacer la technologie de précédente. Donc, par exemple, on peut parler de super ordinateurs, etc., qui vont arriver, tout ce qui est physique, quantum physics, tout ça. Et éventuellement, on le voit déjà dans la Web 2. Par exemple, est-ce que tu passes plus de temps à rechercher sur Google ou à utiliser ChatGPT ou Grok? Donc déjà, Google est en train de perdre ses parts de marché parce qu'ils ont atteint une certaine maturité. Ils essaient de se rattraper à travers l'IA, mais je suis désolé, hein, moi, 90% du temps, j'utilise Grok et ChatGPT, ou les deux, je compare les résultats. Donc, du coup, en fait, il y a toujours ces trois phases-là. Et étant donné que c'est des révolutions technologiques de logiciels, et en plus, la Web 3 est une couche qui est au-dessus de la Web 2, pour moi, ça a été en fait vraiment l'analogie parfaite pour voir comment on allait maturer. Et l'adoption aussi se mesure pareil. On regarde le nombre d'internautes par rapport à l'IP, aux adresses IP, et on peut regarder le nombre de wallets qui vont se créer. Et en se disant, si on a 700 millions de wallets à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représenterait par rapport à l'adoption de la Web 2? Et donc, du coup, en fait, à travers toutes ces choses, je me suis dit qu'il n'y a pas de meilleure comparaison que la Web 2. Et c'est pour ça que je me fie à de la croissance et de l'innovation, de la maturité, en fait, des deux. Et je les compare, quoi. Ok, je vais revenir. C'est très intéressant ce que tu me dis. Et je vais essayer de te confronter. Ok, avec grand plaisir. Je reviens par rapport à la révolution. C'est l'amour, d'ailleurs, de se confronter. Hein. C'est tout à fait. Moi, je dis à ma fille tout le temps, hein, j'ai dit, moi, tu sais, ma chérie, j'aime pas les compliments. Les compliments, c'est comme du fast-food. Ça fait du bien sur le coup, mais ça nous aide pas sur le long terme. Absolument. Moi, je dis, vas-y, confronte-moi, challenge-moi. C'est comme ça que tu me montres l'amour. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça l'amour. Et c'est qu'on porte un intérêt pour l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Je dis systématiquement à la communauté, toutes les idées et toutes les thèses que je vous partage, confrontez-les. Et pour faire plus simple, prouvez-moi que j'ai tort. Aiguiser l'acier. C'est ça l'objectif. Et ça permet en fait soit d'invalider, soit de renforcer des biais psychologiques. Exactement. Je reprends par rapport à les grandes révolutions. Et tu vas comprendre là où je veux en venir par rapport à la technologie blockchain, et très particulièrement la technologie blockchain et non pas l'IA. Puisque pour moi, l'IA n'est pas une rupture technologique, mais plus une évolution de quelque chose qui aurait pu exister il y a peut-être déjà une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est juste qu'on n'avait pas en fait les infrastructures pour pouvoir accueillir cette technologie disruptive et remarquablement efficace et efficiente. Je reviens par rapport à la machine à vapeur. Machine à vapeur, c'est d'abord des rails, des chemins de fer. Ce qui a jailli des chemins de fer, c'est pas en fait qu'on a pu faire rouler des trains sur des lignes ou sur des bouts de ferraille, c'est qu'on a réussi à transformer le fer en acier. En fait, sans acier, on n'aurait pas de TGV, on n'aurait pas toutes les infrastructures aujourd'hui, on ne serait pas en train de faire ça ensemble à ce moment-là. Donc la vraie évolution, rupture technologique de la première révolution industrielle, qui est en fait la machine à vapeur, c'est l'acier. Qui a pu en fait donner toute la technologie automobile, qui a pu créer la logistique, tout ça. La logistique, remplacer les charrettes, exactement, les plus gros chevaux, véhicules, etc. Les chevaux, l'aluminium après, qui est une évolution, etc. Et ça, c'était plus pour le bâtiment, l'aluminium. Absolument, absolument. Et au fond, pour tout ce qu'on utilise, tout n'est qu'aluminium aujourd'hui, dans quasiment tout ce qu'on consomme au quotidien. Bien sûr, après le plastique, mais le plastique est né de la possibilité de pouvoir extraire de l'énergie pour pouvoir remplacer l'homme, etc. Donc, mais reprenons juste chemin de fer, acier, avec machine à vapeur et potentiellement les trains pour les faire avancer. Parce que, en fait, ce qu'on attend d'une évolution et d'une innovation, c'est qu'on puisse aller de l'avant. Et je fais un bond en avant sur la blockchain. Aujourd'hui, tu es d'accord que le train je sais où tu vas est aller. l'usage de l'utilisation des chemins de fer. Sauf qu'aujourd'hui, dans la blockchain, je fais une rétrospective, je repars 7 ans en arrière, mais on n'a même pas encore finalisé, sécurisé les chemins de fer, qu'on a déjà des trains qui sont à la 7e génération du train, mais tu ne peux pas les faire avancer puisque les layer 1, layer 0 sont encore buggés pour la plupart. Ethereum avec Shanghai qui fait une transformation massive dans son protocole en passant du proof of work au proof of stake. On parle de Cocoon encore et des tonnes d'innovations qui vont arriver ou des tonnes de modifications protocolaires. C'est sûr qu'on n'est même pas encore sûr des fondations, qu'on est en train de mettre des stocks de génération de trains, des TGV qui vont à 500 km/h et qui finalement ne peuvent qu'aller dans le mur, dérailler. Et c'est ça que moi, je vois dans les technologies blockchain aujourd'hui, c'est que les projets sont tous aussi beaux, aussi prometteurs les uns que les autres, mais c'est juste qu'en fait, ils ne font que dérailler systématiquement. Est-ce que tu
comprends ça? Est-ce que Ah, tu mais vois cette à mille pour analogie? cent. Alors, la référence des chemins de fer, genre au niveau des logiciels et du software, c'est la meilleure analogie dans les blockchains. Vraiment, moi, je pense que tu as 100% raison. Par contre, ce qui se passe, c'est que les chemins de fer avaient exactement les trois étapes qu'on en parlait tout à l'heure. Ils avaient l'innovation, ils avaient des bulles. Donc, il y a plein de chemins de fer qui ont été créés, qui ont été abandonnés, qui ont servi à rien. Plein d'entreprises qui ont réussi à lever des fonds, mais qui n'ont pas réussi à créer un chemin Délivré? de fer qui serve à quelque chose. Donc en fait, c'est une très bonne analogie. Par contre, la technologie a quand même les mêmes trois phases, en fait, d'innovation, bulle qui explose, croissance, maturité. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vois un peu comme n'importe quelle technologie qui ont ces trois phases-là, en fait, qui est plus ou moins pareil. Donc, Et c'est je bien fais, pour la je fais d'ailleurs comparaison. cette même analogie par rapport à ces trois, quatre phases, par rapport à l'adoption. D'abord les cypherpunks, les premiers aficionados, les parias, les délinquants technologiques, on pourrait les parler comme ça. Satoshi Nakamoto, en 2010, c'était un délinquant. Il aurait pu aller en prison si, et peut-être que c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au final et qu'on l'a jamais retrouvé. Bref. Vous avez après les early, puis après les institutions qui commencent à organiser parce qu'ils prennent connaissance et conscience de cette technologie qui est potentiellement une technologie pour rester, et tu viens sur ce cycle de maturité. Pourtant, on est où là? Est-ce qu'on est encore dans la phase early? C'est une bonne On est dans question. cette transition entre on est en train de finaliser via le constat des institutions qui rentrent très massivement dans les plus gros layer 1 ou les plus grosses blockchains aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP également, et peu importe, aucun jugement de valeur par rapport à ces protocoles. On n'est pas là pour parler de ça. On est où exactement pour toi? Ma question est très simple. Est-ce que la bulle de valorisation, là où on va vraiment gagner de l'argent, Mhm. elle est devant nous ou elle est derrière nous? Elle est devant nous. Alors, pour savoir où on est, c'est extrêmement difficile parce que je pense qu'il y a deux métriques il y a deux chiffres où on peut vraiment mesurer l'adoption de la blockchain à la Web3 contre celle de la Web2. On a, disons, si on a 700 millions de wallets actifs, que ce soit on-chain et à travers les échanges en ce moment, et qu'on arrive vers les 1 milliard d'ici 2027-2028, c'est difficile à mesurer parce qu'on sait que certains ont plusieurs wallets, donc ça, c'est déjà un souci. Mais étant donné que la Web 2, c'est très facile de se créer un compte email, c'est gratuit. Le UX, il est incroyable. Notre UX, à nous, faut l'avouer, il est un peu pourri. Les bridges où il faut attendre 30-40 minutes, tu vois pas les fonds arriver, tu dois refresh, il y a le MetaMask qui a un bug. Franchement, le UX de la Web 3 est quand même très limité par rapport à la Web 2. Donc ça, c'est un souci qui freine, je pense, l'adoption. Et la Web 3, c'est vraiment pour la gestion de l'argent, en fait, des actifs. Donc, c'est de l'argent, on fait déplacer de l'argent. Et l'argent, c'est beaucoup plus complexe que juste aller sur un site internet et lire un article. Donc, c'est beaucoup plus facile quand même d'adopter la Web 2 par rapport à la Web 3. Et la Web 3, il y a quand même plus de profondeur parce que c'est de l'argent. Donc, c'est quelque chose de plus sensible. Donc, est-ce qu'on mesure en se disant combien y a-t-il de wallets actifs, ou on mesure par le nombre de recherches qu'il y a sur le Bitcoin, par la compréhension du Bitcoin? Donc, par exemple, si le Bitcoin a été recherché plus d'1 milliard de fois, 1,2, 1,5 milliard, comment on mesure? C'est les gens qui vraiment apprennent ce que c'est le Bitcoin, ce que c'est l'Ethereum, etc. Ou est-ce que c'est les gens qui ont créé un wallet et qui font des transactions financières? Donc ça, c'est la première question. Mais si j'agrège en fait toutes ces datas-là et on a passé 8 ans de bulle de dot-com bubble avant que tout explose, de 95 jusqu'en 2003, 2004, je ne me rappelle plus exactement le cycle. Il faudrait regarder le site, on peut le montrer à tout Moi, le je monde. pourrais montrer, oui, d'ailleurs, ce que tu as présenté. Grosso modo, la bulle, c'est 96-2000, fin des années 2000, Ouais. et éclatement de la bulle tout début 2001. Et ensuite, septembre 2001, World Trade Center qui a 1000 coups de grâce pour arriver avec des valorisations à moins 80%. Juste un truc que je veux quand même dire, en faisant cette analogie, je la fais très régulièrement Ouais. aussi, il y a quand même une différence assez importante par rapport à ces capacités de financement de la bulle et .com, qui, par exemple, à l'époque, les sociétés qu'on voyait, avec laquelle on pouvait interagir, ce sont des entreprises cotées. Mais sur combien de projets nés ont été cotés sur les différentes bourses à l'époque?
1 sur 10 000? Ouais, c'était à peu 1 près sur ça. 50 000? Ouais, c'était à peu près, je pense. Aujourd'hui, Ouais, on sur 10 000. s'étonne qu'il y ait 25 millions de tokens. Ouais. Mais il y avait 25 millions de boîtes .com, il y en a juste une toute petite fraction qui ont été cotées. Donc, comment tu fais cette analogie, toi, par rapport à ta cyclicité, avec cette corrélation avec le Web 2 par rapport au Web 3, si on prend foncièrement par rapport à la création de valeur? Est-ce que tu pars du principe que sur 25 millions de tokens, il n'y en a qu'une poignée qui vont vivre, dont celles qui vont vivre, il y en a une poignée qui résisteront dans les 5 ou 10 prochaines années? Ou est-ce que tu es plutôt, font partie de ceux que tout le monde a sa chance, donc soyez agile, soyez concentrés, soyez curieux pour aller analyser, pas forcément les top projets, mais plutôt des petits projets, parce que vous avez une appétence et des cas d'utilité peut-être futurs dans vos domaines d'activité, dans vos relations sociales, peu importe, ou tu te dis non, non, ne perdez pas votre temps, ça finira en ETF de toute manière et on surfe la bulle et on suivra le marché, quoi. Ouais, c'est une très bonne question. J'aimerais, si possible, juste répondre à la question d'avant où Ah, on est dans le pardon, oui, cycle, vas-y. juste pour boucler ça. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est la grande crise financière de 2007 à 2009 et plus ou moins la même Black Swan que nous, on a eu en 2022. Donc, je mets ça en parallèle et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on a perdu plus de 2 trilliards de dollars dans le crash de UST, de Celsius, de FTX, 3AC, de toutes ces crises au niveau des DeFi hacks, il y a eu plus de 100 milliards de hacks, etc. Donc, en fait, on a eu tellement de Black Swan qui sont mis de côte à côte. Genre, ça faisait vraiment penser à la grande crise financière de l'immobilier qui a eu aux États-Unis de 2007 à 2009. Donc, moi, j'aime bien superposer, en fait, 2007, 2009 pour Web 2, qui est notre 2022 chez nous dans la Web 3. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après la grande crise financière, dans la bourse, on a eu un marché haussier de 12 ans. C'est le marché haussier le plus long de l'histoire des actions. Il y a eu 3 grandes corrections quand même entre-temps. Il y a eu 3 corrections de 20%. Donc, et en fait, ce qu'on se rend compte à travers tous les IPO qu'on voit dans la Web 2, c'est très similaire de ce qui se passe dans la crypto. Par exemple, Coinbase a fait une IPO. C'est une des plus grandes réussites de tous les IPO de 100 l'histoire du milliards. temps. Ouais, 100 milliards. Il y a eu Circle récemment, gros succès. Ils ont un ratio PE, ce prix sur les earnings, qui est très élevé aussi. Donc, il y a eu 2 gros succès, début de maturité. Et donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est que à chaque fois, ce qui se passe dans les cycles, c'est que les nouveaux classes d'actifs sont hyper volatiles. Il y a des bear markets qui sont brutales au début, hein. Et quand on avance et qu'il y a de plus en plus d'adoption de la technologie, il y aura moins en moins de bear market. Donc, moi, je ne vois plus du tout, après ce marché-là, un marché baissier de 2 ans, 3 ans. Je pense que ça se passera maximum 6 mois, 6 à 9 mois. Il n'y aura plus jamais de bear market de plus de 2, 3 ans ou même 4 ans si on prend selon comment on mesure. Et donc, du coup, en fait, moi, je vois un marché qui va être haussier, peut-être pas 12 ans, parce que le marché de crypto avance beaucoup plus vite, en moyenne 5 à 7 fois la vitesse de la Web 2, parce que maintenant, les gens, ils ont les outils pour développer, ça va très, très vite. Et maintenant qu'on a les instituts qui se mettent dessus, ça va accélérer à une vitesse incroyable. Et donc, du coup, je verrais bien un marché potentiel haussier. Bien évidemment, s'il y a des Black Swan, on est tous foutus, on est tous dans la merde. Mais genre, des grandes corrections. Peut-être que si le stock market fait 20% de correction, chez nous, c'est 40%, mais ça ne va pas durer. Donc, en fait, je vois vraiment un marché haussier qui va continuer sur le long terme jusqu'à sa maturité. Éventuellement, on aura des nouvelles technologies, on aura des blockchains qui pourront remplacer Solana, Ethereum deviendra obsolète, etc., etc. Et on aura juste ce cycle d'une nouvelle technologie qui passera dans ces phases d'innovation, quoi, pour remplacer celle-ci. Ok, très bien compris. Et tu encapsules en fait cette thèse, donc plutôt dans un mindset indiciel, donc d'essayer de prendre les challengers et les leaders, plutôt que d'aller chercher des petites cryptos exotiques qui suivaient en fait ma question d'après. Toi, tu serais plus indice, plus bundle de chez Swissborg, par exemple, ou thématique, Ouais. plutôt que d'aller chercher des pump and dump ou des trucs qu'on ne sait pas trop, perdre du temps là-dedans. Non, nous, ce qu'on veut, c'est surfer la big vague, plutôt que d'aller se cramer des comptes sur des projets qui sont pour la plupart scammés, malheureusement, mais pas forcément volontaires, hein, parce que la plupart des projets qui tombent à zéro, c'est pas une arnaque en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas d'intuitu, il n'y avait pas de storytelling, il y avait juste du marketing et une belle levée de fonds.
Et finalement, avec un beau discours, on peut lever de l'argent sur le Web3, beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, c'était le cas. Toi, tu te mets plutôt dans la partie un peu indicielle, bundle, on surfe la grosse vague, et il n'y aura plus de crash. Ouais, c'est ça. En fait, il y aura des corrections, de grandes corrections. Ça sera volatile, mais ça durera pas, en fait. C'est ça que Ok. je pense. Donc Mais pas de bear malheureusement, market pendant un an, parce éventuellement, que là, le bear market, c'est là si on suit ma ouais, cyclicité, moi, on se donne rendez-vous en octobre 2026, ouais, parce que là, on passe sur un marché baissier. ouais. Pour toi, Bitcoin potentiellement en 2026 fait un nouveau plus haut. Ouais, moi je pense que Bitcoin, on le verra. Mais la manière dont je calcule d'ailleurs, et ça c'est très intéressant pour les gens qui adorent un jeton. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont de l'XRP, donc il y a beaucoup de succès, ou peu importe le jeton que vous aimez. Moi j'aime bien regarder en fait pour calculer le prochain all-time high, euh, de prendre le ratio de la capitalisation du marché crypto dans son intégralité. Donc, par exemple, dans le altcoin bull run qu'on a eu en 2020 et 2021, on est monté à peu près à 3 trilliards de dollars de total market capitalisation. Et en fait, moi, je pense que actuellement, on est à peu près à 3,6 trilliards de dollars à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je pense que selon les tendances précédentes, qu'on va doubler ou tripler notre crypto market capitalisation totale. Donc, si on était à 3 trilliards en 2020-2021, on va se retrouver entre 6 et 9 trilliards à la fin de ce marché haussier. Donc, si un jeton arrive à bien performer, donc arrive à tenir le Bitcoin ou encore mieux surperformer le Bitcoin, il faut se dire qu'il faut prendre l'all-time high du cycle précédent et le doubler ou le tripler selon le marché où il va. Donc là, on va se dire, si Bitcoin va doubler le marché précédent, on était à combien? 64 000 dollars à peu près. 69, ouais. 69, on était 69 au pic. Donc on fait Eh bien, il a 69 doublé. fois 2, c'est Ouais, 140. 140, enfin, 126 000, on n'est pas si loin que ça, quoi. Ouais, on n'est pas si loin de ça. Ou alors, si on triple, donc 69 fois 3, on est à 200, 210. Mm. Donc, moi, je pense que c'est raisonnable comme cible. Et donc, du coup, par exemple, pour le Board Token, nous, on a fait un all-time high de à peu près 1,54 $. Si on arrive à tenir le cours du Bitcoin, donc à passer de 3 trilliards à 6 trilliards ou jusqu'à 9 trilliards, eh ben, on double notre all-time high du cycle précédent. Donc, 1,50 €, on arrive à 3 €. Si on arrive à tripler, on monte à 4,50 €. Une fois de plus, qu'on arrive à tenir le cours du Bitcoin, qui est le cas de cette année. Donc, en fait, j'utilise ça comme théorie pour les projets qu'on pense qu'ils vont repartir, qu'on pense qu'ils vont avoir de la valeur fondamentale qui va augmenter. Parce qu'il faut savoir, hein, les revenus qu'on génère chez Swissborg dans un marché haussier et dans un bear market, on parle de multiples de 10. Donc, comme je disais avant, c'est soit on est au paradis, soit on est aux enfers, quoi. Donc c'est 1/10 ou fois 10. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il faut raisonner, je pense. Si les gens, ils savent pas, ouais, quel target, quelle cible je dois commencer à vendre, bah, selon s'ils sont plus conservateurs ou plus agressifs, ils doivent choisir double ou le triple du all-time high précédent comme cible. Voilà. Je prends le total market. On a, à très peu de choses près, voire exactement doublé. Ouais. Tu prends le total market 2, on l'a exactement doublé, tout simplement. Et enfin, doublé par rapport au total market. Total market 2, donc tu enlèves Bitcoin, on est juste revenu en fait en haut du range. Total market 3, on est juste revenu en haut du range. Total market other, donc tu enlèves le top 10. On est revenu très proche du haut du range, mais sans pour autant dépasser ce range-là. Est-ce que dans tes thèses et dans ta thèse, je l'ai peu vu, tu décroches Bitcoin de l'écosystème des layers, C'est une très bonne question. smart contracts, innovation, vraiment? Parce que j'ai une analogie extrêmement simple. Tu prends Bitcoin et tu prends tout le marché crypto. Bitcoin tend à la complexité proche de zéro et l'écosystème crypto, via ses innovations successives, tend vers une complexité infinie. Tu prends le web au début, c'était juste une HTTP, c'était même pas HTTP, soit dit en passant. On peut reparler des infrastructures de télécom comme nos chemins de fer qui étaient déjà présentes. Ouais. Et il y a eu une complexité dite infinie. On se Mhm. retrouve aujourd'hui, complexité infinie. Donc, si tu veux surpasser une innovation d'une complexité qui tend vers l'infini, tu vas créer l'IA et ça va te coûter une infinité d'argent. Mhm. Donc, pour moi, Bitcoin tend vers
le zéro complexe, quelque chose la plus pure possible. C'est la plus solide, la plus simple à expliquer, la plus évidente. Est-ce que toi, tu continues à l'intégrer dans tes désinvestissements ou Bitcoin, tu le sors et tu dis non, Bitcoin maintenant, c'est l'or 2.0. Il faut l'enlever de l'indice comme le Nasdaq ou le S&P 500. Bah, il n'y a pas le gold dedans. Bien sûr. On l'a enlevé. Comment tu pilotes ça? Non, mais c'est une très, très bonne question. Et d'ailleurs, quand on cherche, par exemple, BTCD, la dominance de Bitcoin à travers les charts, etc., à l'heure d'aujourd'hui, ils montrent le ratio du total market capitalisation de Bitcoin et d'Ethereum, et ensuite altcoin. Donc, ils ont déjà commencé un peu à séparer. Donc, éventuellement, je pense que tu as 100% raison, peut-être même que ça a déjà commencé, que Bitcoin va falloir l'enlever, en fait, parce que les gens vont voir plus le Bitcoin comme le safe haven, donc une valeur, comment on dit en français, valeur de Réserve de réserve. valeur. Ouais, valeur de réserve. Et donc, Anti-inflation. anti-inflation, etc. Donc, plus, éventuellement, le Bitcoin deviendra un actif qui est plus un actif risk-off plutôt que risk-on. Donc, les gens qui veulent prendre du risque. Éventuellement, je pense que ce qu'on peut faire par rapport à l'appétit de risque ou le goût du risque, ça serait de trouver, de décortiquer ça à travers la blockchain. Donc, les grandes blockchains qui sont des large caps, donc des larges capitalisations. On parle de projets qui ont plus de 10 milliards de dollars de valorisation. Éventuellement, s'il y a genre un uptick, genre l'actif commence à prendre une tendance haussière, après, on pourra en fait vérifier notre appétit de risque par rapport au DApps. Donc, par exemple, si Solana commence à pumper, ben, éventuellement, on commence à voir. Donc, Solana, c'est l'alpha. Imaginons, on va chercher la bêta, qui est plus volatile, qui a plus d'asymétrie, mais plus de risque. Eh ben, on peut commencer à acheter peut-être du Jaito. Parce que si on ramène des actifs sur Solana et que Jaito, c'est là où tout le monde va staker et restaker pour recevoir des rendements, on peut imaginer que Jaito va aussi monter. Si Solana a plus par exemple, d'activité on-chain, on peut imaginer que Jupiter va avoir aussi beaucoup plus d'activité on-chain à travers le On DEX. l'imagine, mais actuellement, on ne le constate pas. Je te prends un exemple très simple. Ouais. Moi, j'ai compris, en posant une question au marché, juste en le constatant, que Bitcoin était une réserve de valeur et ne serait jamais une monnaie. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on parle de Lightning Network, qui a réussi à capitaliser une TVL, je ne sais plus combien maintenant, mais peut-être 500 ou 600 millions de dollars, ce qui était très bien pour un début et pour une expérimentation. Tu as même Dorsey qui a investi dans le projet Lightning Network. Et tu as un petit qui est arrivé, qui s'appelle Babylon. Ouais, et Babylon a aspiré 9 milliards de 9 dollars milliards, de TVL ouais. en l'espace de 6 mois. Mhm. Donc à ce moment-là, il y avait potentiellement un problème, une problématique. Après, il y a des proxys de Babylon qui se sont créés. Et on pourra en reparler après. Quelque chose que je ne comprends pas, une asymétrie de marché. Babylon, c'est 6 milliards aujourd'hui de TVL, plutôt constant, et une valorisation à 100 millions de dollars. Comment est-ce possible? Donc j'ai répondu à la question, Bitcoin est une réserve de valeur, puisque toute la TVL va dans du yield de Bitcoin pour créer une forme d'incentive. En fait, c'est juste du prêt de Bitcoin pour pouvoir le collatéraliser et de faire derrière de la marge. C'est de la DeFi, ni plus ni moins. Et donc, Babylon, via son protocole, va capter une partie de ces rendements-là de prêt, de yield farming, etc., ce que vous maîtrisez parfaitement. Mais pourquoi, en fait, il y a ces asymétries entre un Solana qui explose, qui fait des nouveaux all-time high, à la fois de price action, sans oublier la dilution du token, parce que si on prend au niveau de la capitalisation, Solana, vous le voyez, je peux vous le mettre sur l'écran, il est nettement au-dessus. Il a fait de très haut, plus haut. Mais Jito, performe pas. Même combat, Ethereum, il va chercher les enfers, il va chercher le pétrole, et il repart. Magnifique anomalie de marché, là, c'était plutôt une anomalie de marché d'arbitrage entre Bitcoin et Ethereum, parce qu'à un moment donné, ils sont tous les deux institutionnalisés via ce ETF. Boum, il repart à 4000 $. Mais Lido, il est resté dans le pétrole. Justement, j'allais parler de Lido. Et pareil pour Babylone. Explique-moi ça. Donc, comment on fait en fait pour se positionner? Parce que je me dis, Alex, c'est juste logique, c'est juste du bon sens. Mais j'ai bien l'impression que sur ce marché, le bon sens ne marche pas. Ouais. C'est le contre-pied qui marche. Non, mais c'est une très, très bonne réflexion et j'allais prendre Lido comme exemple. Donc, par exemple, là, on voit que les ETF, finalement, ils ont été approuvés où chaque fonds va pouvoir staker du ETH. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été confirmé. Moi, je pense que Lido peut exploser en prix
Parce que là, il faut voir Wall Street, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils veulent faire du staking natif ou est-ce qu'ils veulent passer à travers du liquid staking sur Lido Protocol? Et moi, je pense qu'ils vont aller sur un stake ETH pour avoir de la liquidité parce que Wall Street, c'est quand même des mercenaires. Ils font beaucoup bouger l'argent, comme tu vois avec BTC. Quand ils veulent vendre, ils veulent vendre. Quand ils veulent dumper, quand ils veulent manipuler le marché, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que l'équipe Lido Protocol va réussir à rassurer Wall Street pour leurs actifs, niveau sécu, niveau audit, etc., pour que justement tous les Ethers qui sont achetés à travers leurs ETF vont aller être stakés chez Lido. Et là, ça serait vraiment. Là, on parle pas de dizaines de milliards. Là, si Wall Street s'y met, on parle de centaines de milliards. Donc, éventuellement, si par exemple Ether, il a combien Ether aujourd'hui? 300 milliards de valorisation? Même 450. 450 milliards de valorisation? Oui, mais il a retracé de 35%. Donc oui, tu dois être 350 milliards. À 350 milliards? Tout à fait. Bah, si Lido, par exemple, ils ont 60% de staké, là, on parle de beaucoup de TVL. Parce qu'on a vu que Wall Street, que les instituts sont en train d'accumuler Ether à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que les détaillants, que la masse, malheureusement. Et ça, c'est une des peurs qu'éventuellement la blockchain devienne centralisée. Ouais, la centralisation de la blockchain. Mais donc, imaginons que ça passe et que Lido commence à avoir un TVL de folie. Bah, je pense que Lido, le token, parce qu'eux, ils génèrent de l'argent sur le TVL. Donc, les revenus vont augmenter. S'ils mettent en place un petit buyback, parce que c'est le narratif de 2024, je pense que ça continuera jusqu'à 2026-2027. Eh ben, on peut imaginer qu'ensuite, quand il y aura le Solana ETF, ils vont vouloir staker aussi. Est-ce qu'ils vont prendre du Jaito Sol? Est-ce qu'ils vont prendre une plateforme comme Jaito et genre augmenter leur TVL? Parce que, en fait, Solana, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont à peu près 20% seulement des actifs stakés. Non, pardon. Solana, c'est 60% des actifs stakés. Ethereum, ils ont seulement entre 20 et 30% de leurs actifs stakés. Mais imagine, ils montent à 60-70% d'Ether stakés sur Lido, ce serait incroyable. Le token, il va forcément pumper. Alors, deux questions. Un, c'est quoi la contrainte du staking d'Ethereum sur Lido? Comment, en fait, ils captent du revenu du share, en fait, du fees? Est-ce qu'ils prennent une toute petite partie du staking pour avoir du buyback sur le token? Est-ce que le token, c'est juste un token de gouvernance? Parce que, en fait, le nerf de la guerre, il est là. Tu peux avoir un protocole qui est génial, et c'est ce que souvent je confronte à la communauté, et après, je reviendrai sur ce que tu as dit, parce que c'est fondamental par rapport à s'ils vont sur Lido, s'ils vont sur Jito. Je vais commencer d'ailleurs par là. Ça existe déjà. Tu as Grayscale, par exemple, qui a proposé un ETF sur Solana, staking. C'est un des premiers à avoir Ethereum staking. Ouais. Question, ils sont mobiles, ils sont innovants, Grayscale. Est-ce qu'ils ont leur propre dataset, donc leur propre validateur, ou est-ce qu'ils sont déjà passés par Lido? Est-ce que tu penses que BlackRock, s'ils avaient la certitude que le risque est très proche du néant, bah en fait, je pense que ça fait longtemps qu'ils auraient déjà poussé de l'Ethereum staking, puisqu'ils n'ont pas encore déposé de demande, alors que depuis presque un an maintenant, ils peuvent le faire. Donc, s'ils ne le font pas, c'est que probablement le risque est grand. Ouais. Est-ce qu'ils vont encore passer par Coinbase? Et quelles sont les garanties du staking d'Ethereum dans BlackRock par rapport à Coinbase? Parce que je pense qu'ils vont faire à peu près la même chose. Ils vont sous-traiter. BlackRock, il sous-traitera cette partie un peu Web3, au début en tout 100%. cas. À des BlackRock, Coinbase, d'ailleurs, etc. les 5-6 dernières années, tout ce qu'ils font, c'est l'acquisition. Hein. BlackRock n'innove pas. Absolument. Mais par contre, ils ont tellement d'argent qu'ils achètent tout. Tout à fait. Ok, ça c'est bien. Et c'est là qu'en fait, ils créent de l'equity à travers leur... et d'ailleurs, leur action, on le voit très bien, hein, c'est complètement exponentiel. Ouais, c'est incroyable. Mais en fait, aujourd'hui, BlackRock fait le marché. C'est le marché, 100%, BlackRock. 100%. Voilà. On peut avoir une idée mystérieuse avec Aladdin, leur supercalculateur, l'un des plus gros supercalculateurs de la planète qui appartient à BlackRock, etc. Donc, c'est très fantasmagorithme. Mais au fond, ils font le marché. Ils font le marché, 100%. Et pour la simple et bonne raison qu'il nous a quand même sauvés, puisqu'ils ont sauvé tous les mineurs américains lors du précédent bear market. Parce que sinon, il n'y aurait plus aujourd'hui de mineurs américains. Ils auraient tous fait faillite. Ils étaient tous en levier. Hein. Donc, tout le monde fait... C'est ce qu'on appelle des Treasuries Company. On pense que c'est nouveau. Non, les mineurs le font depuis maintenant 5 ans, ou 10 ans, depuis qu'ils sont mineurs. Donc, BlackRock les a sauvés. Donc, on comprend bien qu'ils font le marché et ils décident de la pluie et le beau temps du marché. Maintenant... Est-ce qu'ils vont sauver Bitcoin? Est-ce qu'ils vont sauver des métaplanètes? Est-ce qu'ils vont sauver des proxys? Je ne pense pas. Si Bitcoin va à 40 000 $,
BlackRock ne bougera pas et il n'empêchera pas Bitcoin d'aller chercher les enfers s'il doit aller chercher les enfers. Mais je suis ta thèse pour dire que il ne retournera pas à 5 000 $ ou 10 000 $. Il ne peut probablement plus le faire, hormis un problème protocolaire. Donc, si tu prends ce problème protocolaire, c'est ce que Lido, c'est ce que Jito, sur lesquels il pourrait être confronté. Donc, il est très probable, finalement, que si ce risque protocolaire de hack, de tout ce que tu veux, de non-maîtrise ou contrôle de ce protocole, BlackRock n'y aille pas. Ou s'il y va, c'est à travers des Coinbase. Est-ce que tu joues toujours cette thèse-là pour dire, bah ouais, mais il faut jouer Lido? Parce que Swissborg, on le voit, hein, joue et propose du Lido actuellement en alpha, par exemple. Vous l'avez proposé assez récemment. Ouais. Ah, c'est une très, très bonne question. Moi, ce concept de est-ce que Wall Street ou BlackRock, comme tu dis, hein, Wall Street, c'est BlackRock, ils détiennent vraiment tout. Si on regarde les plus grandes institutions financières au monde au niveau de l'AUM, des actifs sous gestion, que ce soit State Street, que ce soit Vanguard, sur le board, c'est quasiment que les gars de BlackRock. Et ils achètent tout, en fait. Ils sont partout, sur tous les boards, que ce soit Disney, que ce soit Netflix. Ils sont partout. Ils détiennent vraiment tout. Même l'immobilier, Blackstone. Vraiment, ils font ce qu'on appelle du layering. Donc, ils achètent des actions, pas directement sous BlackRock, mais ils font en sorte qu'ils ont des grandes parts d'actions à travers les plus grandes sociétés du monde et qu'il y ait toujours quelqu'un sur le board pour être là à voter dans le sens ils veulent tout dominer. Par contre, comme tu dis, ça c'est très intéressant, c'est que est-ce qu'ils vont faire tourner des nœuds? Est-ce qu'ils vont devenir un validateur du blockchain au lieu de prendre le risque d'aller chez Lido et chez Jito, ce qui serait vraiment bearish pour le liquid staking, malheureusement? C'est une très bonne question. Mais s'ils font tourner des nœuds, ce qui est bien, c'est que tu dis, OK, bah, Lido, ils seront blasés, ça va être que pour les détaillants, en fait. Ouais, hein. retail, Ce sera pour la masse, ça sera retail, ça sera pas un ou les site. petites entreprises, potentiellement. Ou les petites entreprises, ouais, potentiellement les gens qui s'y connaissent un peu plus, etc. Mais est-ce que s'ils font tourner des nœuds, du coup, ils seront tellement investis dans une blockchain qu'éventuellement, au lieu de créer leur propre blockchain comme JP Morgan, ils vont finir par juste créer des dApps et créer justement des security tokens ou des fonds, etc., sur la chain Solana. Donc, dans les deux cas, c'est bullish, en fait. C'est ça qui est bien. Moins pour liquid staking, mieux pour leur chain. Mais c'est une question que je me pose tout le temps. Et il y a plein de gens qui se disent ils vont pas se prendre le chou à créer leur propre blockchain, etc. Ils vont prendre une blockchain existante. Par contre, ce qui fait peur, c'est que le layering, en fait, la manière dont BlackRock va cacher tout ce qui leur appartient, c'est qu'ils vont créer des couches à travers des contrats en achetant des actions dans différentes sociétés. Donc, c'est difficile à traquer, en fait. À travers, il faut vraiment aller. Et beaucoup de ces informations sont privées, donc on ne peut pas forcément tous y accéder. Par contre, dans la crypto, il n'y a pas besoin de KYC pour acheter des tokens. Ça serait tellement facile pour BlackRock de détenir plus de 51% de tous les jetons AV, ou par exemple de tous les jetons Jupiter, ou tous les jetons d'index, et genre complètement dominer en fait tous les votes du futur. Est-ce qu'on fait des buybacks? Est-ce qu'on met des incentives sur cette pool-là, etc. Et ça me fait peur. Parce que BlackRock peut facilement le faire. S'ils veulent vraiment dominer, par exemple, le monde du lending, comme à la AV ou le Morpho, ils peuvent racheter 51% du supply, mais tellement facilement, ils se disent, oh les gars, ouvrez 50 000 wallets, faites une moyenne de tel achat par wallet. Peut-être qu'ils le font déjà actuellement, mais techniquement, ils pourraient le faire. Et on ne pourra jamais le vérifier. Et en fait, finalement, on ne le saura jamais. Et il y a même des synergies entre WLFI qui, bien évidemment, ils ne sont pas tout seuls à créer ça. Derrière, il y a les institutions, c'est un projet du président américain et qui a des connivences avec AAV et partage d'ailleurs le protocole de AAV. J'avais d'ailleurs émis cette thèse avec l'ensemble des membres de la communauté des rois, où les Américains font toujours la même chose. D'abord, je travaille avec toi, tu es mon meilleur ami, ce que tu fais me passionne et m'étonne. Montre-moi ce que tu fais. Ouais. Et par derrière, ils te poignardent et ils te volent ta technologie. C'est ça. Et les Américains font ça depuis 150 ans. Donc je pars du principe que AAV, et j'ai arbitré mes AAV, je n'ai plus de AAV, notamment par rapport à ces différentes connivences, et plein de risques notamment liés à cette forme de gouvernance, ou tout simplement que le marché, malheureusement, se liquéfie, se désagrège, se dégrade. Donc, mécaniquement, si tu utilises, s'il y a moins de personnes, tu vas moins utiliser les protocoles. Si le marché baisse, risque de liquidation en cascade. Donc, tous ces protocoles de lending, DeFi, etc., malheureusement, je ne peux rationnellement plus m'y exposer comme je le faisais il y a encore quelques mois en arrière. Donc, en fait, si tu additionnes tous ces risques,
Ça alimente donc, non pas ici une bulle, mais plutôt une dégradation de marché. Et la question est extrêmement simple. Tu parles du principe que non, on va plutôt sur une super trend ou un super cycle, mais combien en fait de tokens vont littéralement mourir qui font partie du top 50 actuellement des différents protocoles? Parce qu'au fond, ce que veut faire WLFI, c'est juste ils y arriveront probablement pas, mais un super AAV. Bon courage pour détrôner Stani, mais ce qu'ils veulent faire clairement, c'est du AAV, quoi. Ouais. Tu comprends un petit peu 100%, cette logique? 100%, ouais. Donc ça Ouais. reste complètement dans ta thèse de on va sur un super cycle. Ok, il n'y a pas de problème. On aura moins de dégradation ou des choses qui sont extrêmement courtes. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, Alex, c'est de savoir, pour toi, dans 4 ans, dans 6 ans, ouais, on fait peut-être 10 trillions pour les plus pessimistes. Mais à quoi va ressembler le marché? Ouais. C'est une bonne question. D'ici 6 à 10 ans, 6 à 10 ans, dans le cycle, on sera 100% dans la maturité parce qu'en Mhm. fait, là, du coup, si on commence en 2009, pardon, Bitcoin en 2009, donc du coup, on a combien? On a 16 ans déjà, depuis que le marché a commencé. Et ouais, moi, je pense que ça sera vraiment le 100% de maturité. C'est que tout le monde va utiliser la crypto sans le savoir et que vraiment, on aura un marché qui sera unifié. Donc, et ce que je veux dire d'un marché unifié, c'est qu'on n'aura plus besoin de se dire, je dois appeler tel broker pour acheter de l'or, ou je dois passer par ce site pour acheter de l'immobilier, ou cet avocat pour l'immobilier. C'est que tout sera sur un marché unifié. Toute la liquidité se retrouvera on-chain et qu'éventuellement, si toi, tu as envie de vendre une fraction d'immobilier que as acheté à Baoli et que tu te dis, OK, le marché de Baoli est saturé, il y a trop de Russes, ils ont tout acheté, maintenant, l'infra, elle n'est pas top. J'aimerais prendre cet argent-là et investir en Thaïlande, par exemple, ou j'aimerais changer aller de l'immobilier vers de l'argent, vers un fonds vers Bitcoin, un Bitcoin vers, je sais pas, une montre tokenisée. Enfin, moi, je pense vraiment que le marché, en fait, il sera unifié et qu'on pourra éventuellement interchanger n'importe quel actif sur la chaîne, en fait, sans avoir à faire recours à différents Entièrement d'accord échanges, avec toi. etc. Là, on est en plein dans les RWA. C'est clairement le narratif de BlackRock avec Larry Fink. C'est très clair. Ouais. On fait souvent ces analogies pour dire oui, mais maintenant que BlackRock a Bitcoin et que c'est rentré chez Wall Street, je pars du principe que le souci de Larry Fink, c'est pas Bitcoin. Il s'en fout. En fait, c'est passé, c'est accepté, c'est validé, c'est la poule aux œufs d'or, c'est l'ETF le plus rentable de BlackRock aujourd'hui. Et peut-être pas de Fidelity, mais on doit pas être très loin de la vérité. C'est RWA. Donc en fait, on va se retrouver dans une situation quand même assez magique, et tu le précises tout à fait, c'est qu'on n'est plus dans des espèces de poules de liquidités indépendantes que représentent en fait les SEX, Ouais. les échangeurs centralisés. Tu peux siphonner du MEXI, siphonner du BINX, mais derrière sur Binance, il n'y a pas de problème, il y a suffisamment de liquidités. Et en fait, tu te rends compte que tout est interconnecté, donc tout est cassable, parce que Ouais. c'est bridgé de partout. Vous connaissez bien, notamment avec le Smart Engine. Vous voyez très bien comment on arrive à se connecter. Je comprends la complexité, mais bon, si les API tiennent, les API tiennent. Mais si ça pète, ça risque de franchement faire mal. Mhm. Donc, on va unifier un marché, créer un énorme océan finalement de liquidité, C'est où exactement tous les ça. assets vont pouvoir y être injectés. Exactement. Et je me pose la question, peut-être que BlackRock est déjà en train de le faire avec sa blockchain Build, notamment. Est-ce que au fond, la confiance qu'on va apporter dans cet océan de cette mer liquide, elle sera juste pas décentralisée. Aussi bien elle sera centralisée, et c'est BlackRock qui contrôlera l'intégralité des flux et des robinets. C'est une bonne question. Quand on voit ce qui s'est passé l'autre jour, quand le marché a complètement crashé et qu'on a vu que Binance, le carnet d'or ne marchait plus, Kraken ne marchait plus, Coinbase ne marchait plus, Swissborg marchait. Pourquoi Swissborg a réussi à marcher? D'ailleurs, les gens, ils ont arbitré comme des fous quand Tether est parti de 1 dollar à, je crois qu'il est descendu à quoi, 97 cents. Il y avait 3 cents d'écart Mm. ou peut-être un peu plus, 96. Donc, les gens faisaient juste des allers-retours avec USDC et ils ont arbitré parce qu'ils savaient que Tether a tellement d'argent. C'est une des boîtes les plus efficientes du monde. Ils sont combien? Ils sont 200 chez Tether. Ils ont un revenu par employé, genre, Mm. qui est la deuxième du monde. Première, c'est Hyperliquid. Ils sont seulement 12. Donc, c'est la boîte la plus efficiente du monde. Mais moi, ce que j'ai constaté, en fait, sur ce crash-là, c'est que c'est pour ça qu'il faut être un agrégateur. Parce que il y a certains API qui vont tomber, comme tu dis, il faut toujours une alternative.
Et moi, je pense que la liquidité va se chercher de partout, mais comme une banque, sur le système SWIFT qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, si HSBC ont des problèmes d'API, tu traites avec Citibank ou tu vas traiter avec la Société Générale. Donc, il y a toujours un plan B, un plan C. Donc, ils arrivent à agréger, comme tu dis, cet océan de liquidité à travers comme un consortium de brokers, en fait. Tout à fait. Et donc, du coup, ça va être pareil. Je pense que si, par exemple, Ethereum est down, tu passeras chez Solana. Si Solana est down, tu passeras peut-être chez Monad ou peu importe quelle chain. Mais je pense qu'en fait, on aura de l'agrégat, mais en même temps, on aura différentes blockchains qui vont aider sur l'agrégat, comme le Swift, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi. Tout à fait, mais la question elle est très simple. Est-ce que Swift, c'est complètement contrôlé? On peut même émettre des sanctions via des pays qui... Ok. Moi, ma question à savoir, c'est est-ce que ceux qui ont l'argent, parce qu'au fond, l'argent, c'est aussi du pouvoir, Ouais. est-ce qu'on va contraindre l'humanité à aller sur ces blockchains privées? Ouais. Parce que c'est clairement ce qui est en train d'être joué. JP Morgan crée sa propre blockchain, Société Générale crée sa propre blockchain. Est-ce qu'on est tout simplement pas être en train de, entre nous, sur l'écosystème décentralisé, encore essayer d'espérer un monde meilleur, plus équitable, plus juste, plus libre, mais en fait, peut-être que la partie, elle est déjà perdue. Est-ce que tu l'as intégré dans un scénario de ta thèse? Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu es confronté émo- émotionnellement, mentalement, parce que c'est clairement ton business et c'est ton cœur de métier. Et si finalement, tout ça, dans 5 ans, on le met pas à zéro et on ira... La blockchain restera, c'est une évidence. Bitcoin restera, très probablement. Ethereum, s'il y a réellement un intérêt, et on peut se poser la question par rapport aux ETF et qui est rentré à Wall Street, est-ce que tu l'as déjà envisagé, ça? C'est une très bonne question et je pense que récemment, d'ailleurs, j'ai entendu ça. J'ai réussi à interviewer Tom Lee quand j'avais ma chaîne YouTube Kryptonites, justement, TV à l'époque. Lui, il a commencé à le dire, mais j'ai aussi confirmé ce qu'il disait avec Raoul Pal, qui est aussi un macroéconomiste que je respecte énormément. Et en fait, les deux, ils font la même chose. Ils arrivent à converger la finance et les tendances démographiques. Donc, ils arrivent à comprendre le comportement des humains et ils font cette analyse-là avec la finance. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment puissant parce que nous, on est la finance, en fait. On se balade tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Combien on passe de temps sur un ordinateur? Combien on passe de temps à courir? Toutes ces données-là, elle est extrêmement importante pour comprendre où l'économie va. Et d'ailleurs, si on comprend où l'économie va, on comprend où la finance va aller, etc., etc. Le business, le cycle business, etc. Tout est corrélé, tout est connecté. Et donc, du coup, moi, ce qu'il a dit, Tom Lee, c'est que, en fait, la crypto est un changement générationnel. Donc, en fait, la génération Z d'aujourd'hui ou les nouvelles générations qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont choisir par rapport à leur comportement, par rapport à leurs valeurs, à leurs principes? Est-ce qu'ils vont choisir JP Morgan Chain qui est privatisé et qui est centralisé, ils peuvent te censurer, ils peuvent te bloquer une transaction, ou est-ce qu'ils vont aller vers Solana, où il y a plus un comportement hipster, plus un truc un peu le libéral, un peu hipster, un peu ouvert, décentralisé. Et moi, je pense que c'est eux qui vont... c'est le futur, c'est la génération Z, c'est nos enfants à nous. Et je pense que s'ils ont le choix, ils choisiront jamais la blockchain centralisée, surtout avec des instituts et les banques, parce qu'ils n'ont pas forcément la meilleure réputation au monde. On sait que c'est tous des requins. Pas tous, on va dire 99,9%. Il faut être gentil. Mais c'est quasiment tous des requins. Donc, je pense que par rapport aux principes et valeurs, on n'aura pas de souci sur quelle blockchain ils vont choisir. Par contre, est-ce que Wall Street va dominer Solana? Est-ce qu'eux, ils vont faire tourner 50% des nœuds? Ça, c'est une autre question, malheureusement. Alex, la dernière crypto que tu as achetée, c'est quoi? Et La dernière pourquoi? crypto que j'ai achetée, c'est Aster, Oh, tout parce simplement. que Zizi a tweeté je viens d'en acheter. Et je l'ai eu plus bas que lui. Il l'a eu à 91 centimes, je l'ai eu à 89. Donc, je suis fier de l'avoir eu en dessous de lui. Je pense qu'il en a acheté. De toute façon, il a tellement d'Aster. Mais seulement parce que j'aime bien le fait qu'ils arrivent à privatiser des trades sur le Perpstex. Et ça, je pense, c'est un gros souci. Il y a les grandes baleines. Il y a certains qui vont se la jouer, qui vont vouloir montrer au monde entier. Mais il y a beaucoup de gros portefeuilles qui ne veulent pas qu'on arrive à voir les Ok. trades en avance parce que les gens peuvent prédire le marché. Ils veulent que ce soit privatisé. Donc, je pense que c'est une fonctionnalité qui est vraiment importante pour les DEX.
Et la dernière crypto que tu as vendue? La dernière crypto que j'ai vendu en fait toutes les L2 que j'ai. Je Intéressant. crois zéro au narratif de L2 parce que les L1 vont chercher à vouloir faire leur propre économie d'échelle. Ils vont scaler la layer d'exécution. Et on le voit avec Ethereum. Ethereum, en fait, t'imagines, il y a tout le monde qui bénéficie de leur sécurité, tout le monde qui bénéficie de leur décentralisation, mais ils lancent leurs propres jetons. Donc, c'est drôle. C'est comme si tu as créé un bâtiment et que tu as des L2 qui vont profiter de la sécurité de ton building, de peut-être des grillages, de la sécu devant. Mais par contre, ils ne payent pas de loyer, quoi. Ça marchera jamais, ce genre de modèle. Et donc, du coup, ils disent, oui, les L2, ça sert à scaler une L1, mais qu'est-ce que tu fais si une L1 va scaler? Donc, je suis pas très bullish. D'ailleurs, tu vois que Polygon et Ethereum, ils s'effritent en ce moment, ils sont pas très contents, mais à la fin du jour, malheureusement, j'y crois zéro L2 pour l'instant. Je Ok. suis pas convaincu, en tout cas. Sauf s'il se transforme ou il se renouvelle en nouveau layer, peut-être un layer 3 pour des cas plus d'utilité. Ouais. Mais pourquoi pas que ça fasse l'occasion d'une prochaine rencontre. Ouais, avec plaisir. Je vous rappelle également que Swissborg est une application mobile et qu'actuellement, vous avez une offre. Si vous vous inscrivez avec mon lien d'affiliation, c'est 20 € qui vous seront obligatoirement envoyés et garantis, parce que vous avez un petit ticket entre 5 et 50 $, 50 €, et là, vous avez 20 € garantis. Et en plus de ça, on rajoute par rapport à un nouveau système qu'on n'a malheureusement pas pu aborder, mais ça a été tellement relayé sur l'ensemble de l'écosystème européen, notamment via les nouveaux mécanismes de buyback, de cashback. Vous avez 30% de cashback si vous vous inscrivez dès le premier niveau, qui est garanti pendant 1 mois. Alex, merci pour ce partage de ta thèse d'investissement. Je trouve qu'on a des similitudes assez évidentes. Je serai peut-être plus baissier dans les prochains mois. Tu le seras peut-être moins, mais en tout cas beaucoup plus confiant pour la suite. Là-dessus, cette confiance-là, je vais la partager avec toi. Je pense qu'on va encore doubler, tripler, voire quadrupler dans les 5 à 10 prochaines années. Le plus important, c'est quoi? C'est de bien regarder et de bien se renseigner sur surtout dans quoi on investit, et de préférence qu'on les utilise. N'allons pas chiler des petits tokens, sauf si c'est vraiment pour du court terme, mais au fond, on sait à quel point le risque est énorme. Et si notre seule quête, c'est de vouloir surperformer le marché, alors on sait, on l'avait déjà abordé avec Anthony, ton collègue, ton boss, je ne sais pas comment. C'est un peu comme un frère. C'est ton frère. Frère d'une autre mère. On fera partie des 90% de perdants, malheureusement. J'espère que on sera encore là dans les 5 à 10 prochaines années pour pouvoir encore en parler. Parce que je crois franchement en ces ruptures technologiques. Et si tu veux donner le mot de la fin, c'est à toi. Mais écoute, moi, j'ai juste quelque chose à dire par rapport à comment je connecte la crypto avec mon enfance. Et moi, je suis né d'un père iranien, d'une maman suisse, aux États-Unis. Et on appelle ça des third culture kids, donc les enfants de troisième génération, non, enfants de troisième culture en français. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment l'atout le plus important, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez investisseur, c'est sa capacité d'adaptation. C'est vraiment le plus important. Et un truc qui est vraiment important, c'est que même si vous apprenez que vous arrivez à créer en fait une intelligence financière qui continue, restez toujours des enfants à cœur. Parce que les enfants savent s'adapter et il ne faut pas devenir rigide. Et si on veut vraiment comprendre le marché, évoluer avec le marché, il faut toujours savoir s'adapter. Et tous les Fortune 500, les CEO de Fortune 500, des sociétés de Fortune 500, pardon, disent que l'adaptation, et même Harvard le détermine, c'est le trait le plus important de l'humanité parce que les gens qui arrivent à survivre, le cafard qui arrive à survivre des milliers et des milliers d'années et de siècles, c'est parce qu'ils arrivent à s'adapter quand il y a des crises. Donc, apprenez à vous adapter, n'ayez pas peur. C'est difficile pour tous, mais justement, la difficulté, c'est important. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu disais que tu allais me challenger, moi, je vois ça comme de l'amour. Donc, il faut être prêt à s'adapter. Merci, Voilà. Alex, pour ce partage. Toujours un vrai plaisir de partager. On partage souvent via des visios. Là, c'est juste formidable de t'avoir en face à face pour la première fois au sein de la chaîne des Rois du Bitcoin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao!